Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Les expériences du passage à l'itinéraire chez les hommes, bilan d'une étude qualitative du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes de Vitam, Centre de recherche en santé durable. Cette activité est gratuite et elle est offerte dans le cadre de la mission universitaire du SUS de la capitale nationale et grâce au soutien de son service de transfert de connaissances et de rayonnement. Notre mandat consiste à contribuer au transfert de connaissances et à la mobilisation et à la valorisation des connaissances issues d'innovations exemplaires ou de pointe ou de résultats de recherche en lien avec les 4 désignations universitaires. Notre mandat aussi consiste à assurer le rayonnement et la mission universitaire et à exercer un leadership à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Avant de débuter ce webinaire, il y a quelques règles à partager avec vous. Les micros et les caméras des différents participants doivent rester fermés tout au long du webinaire. Aussi, le webinaire sera enregistré et il sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. À la suite du webinaire, il y aurait des attestations. Mais pour avoir ces attestations, vous devez d'abord faire les évaluations. Les évaluations, vous avez une semaine pour les faire. Donc aujourd'hui, on est le 28. Vous avez jusqu'au 6 mars pour effectuer les évaluations. Et à la suite des évaluations, vous allez recevoir des attestations. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à David, doctorant en travail social de l'Université Laval, qui va vous faire la suite de la présentation. Merci. Donc, bonjour, merci Liliane. Alors, merci à toutes celles et ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour une autre édition des webinaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Écoutez, donc, les webinaires du pôle d'expertise sont des activités de transfert des connaissances qui servent à mettre en valeur les connaissances qui sont développées en santé et bien-être des hommes. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre organisation, sur nos activités de transfert des connaissances ou pour connaître des outils en lien avec la santé et le bien-être des hommes, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet à l'adresse pôlesbeh.ca. Alors, écoutez, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir avec nous Philippe Benoît-Côté, qui est professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et membre chercheur du CREMIS. Et il sera accompagné aujourd'hui d'Ariane Brisson, candidate à la maîtrise au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, pour nous parler d'une thématique très importante actuellement, soit l'itinérance chez les hommes et plus spécifiquement en lien avec les résultats d'une recherche que les chercheurs ont menée dernièrement. D'abord, j'aimerais remercier nos conférenciers d'avoir accepté notre invitation et surtout de donner leur temps là, pour le bénéfice de notre auditoire aujourd'hui ou pour les personnes qui visionneront le webinaire en différé. Alors, cela dit, sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers et je souhaite une bonne conférence. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais partager mon PowerPoint. C'est pas toujours facile avec Teams. Bon, voilà. Alors, ça fonctionne. Vous voyez mon PowerPoint? Ça marche? Parfaitement. Parfait. Alors, merci à vous, en fait, là, de nous avoir invités. C'est vraiment super apprécié. Comme ça a été annoncé là, par David, on va vous présenter, en fait, des résultats tirés de notre étude qualitative qu'on a menée, en fait, auprès des hommes en situation d'itinérance. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer, nous, sur un aspect assez spécifique, en fait, ce sont les expériences qui viennent expliquer, en fait, le passage à l'itinérance chez les hommes qu'on a rencontrés. Alors, la présentation, on l'a divisée là, en quatre grands blocs. On va commencer par une mise en contexte, en fait, qui va nous permettre là, d'un peu donner un portrait global de l'étude. On va se concentrer, entre autres, sur le cadre conceptuel pour donner un peu plus d'informations sur les concepts théoriques qui nous ont un peu alimenté dans notre réflexion et dans l'analyse des données. Quelques mots aussi sur la méthodologie qu'on a utilisée.
Le cœur, en fait, de la présentation, on va être vraiment sur le deuxième point, le deuxième bloc, là, donc les 5 expériences du passage à l'itinérance chez les hommes qu'on a identifiées. On va terminer un peu par des pistes d'intervention, donc quelques éléments là, qui ont émergé là, des consultations qu'on a menées évidemment chez les hommes, mais on a aussi rencontré là, des personnes intervenantes dans le projet, puis ça nous a donné des pistes qu'on va essayer de partager avec vous. Puis je vais terminer tantôt avec une conclusion, là, quelques mots là, pour wrapper l'ensemble de la démarche qu'on a menée. Alors, pour la mise en contexte, c'est important, je pense, de reconnaître que c'est un projet là, qui s'est mobilisé autour d'une assez vaste équipe de recherche. Là, donc, vous le voyez là, ici là, avec les diapos, là, mais plusieurs personnes co-chercheuses ont été impliquées sur le projet dès le départ. On a aussi eu la participation là, de nombreux partenaires de milieux pratiques, notamment en lien avec l'itinérance, qui ont été impliqués avec nous là, dès le début du projet. Vous voyez aussi là, de nombreuses là, assistants de recherche là, qui ont participé à différentes étapes du projet. Mais je pense que ce qui est assez aussi intéressant à mentionner, c'est le comité consultatif qu'on a mis en place là, dès le début. Donc, un comité qui a été formé là, de personnes intervenantes ou des personnes avec un poste de direction d'organismes de services en itinérance et aussi avec des hommes qui avaient une expérience aussi de vécu en itinérance. Ça nous a permis tout au long du projet là, de pouvoir orienter, je dirais, les différentes étapes. Alors, ce projet-là émerge en fait d'un financement du FQRSC dans le programme là, Action concertée, dans le programme plus spécifique sur pauvreté et exclusion sociale. Et nous, en fait, ce qu'on a proposé comme démarche, c'est une démarche qui était fondamentalement participative et qualitative. C'est-à-dire qu'on a essayé vraiment là, d'aller à la rencontre des différentes personnes concernées par l'expérience. L'autre élément aussi important à mentionner dans notre démarche, c'est qu'on voulait aller aussi au-delà de cette figure un peu typique quand on pense à l'itinérance chez les hommes, qui est beaucoup celle de l'image de l'homme hobo ou clochard. On peut penser là, à l'image de l'homme sur un banc de Pâques, par exemple, évidemment, qui est une réalité, qui est une image, puis une représentation, évidemment, présente là, dans le portrait de l'itinérance chez les hommes, mais on sait là, depuis un certain temps que l'itinérance s'est complexifiée au fil des années. Les visages de l'itinérance se sont diversifiés et on voit aussi à travers certains, on voyait en fait au début du projet, à travers certains articles, à certaines documentations scientifiques, que c'est aussi le cas chez les hommes. Donc, on avait vraiment cette idée-là de sortir en fait d'une représentation uniquement typée de l'itinérance chez les hommes. Et c'est un peu ça les deux objectifs qu'on a mentionnés ici. Là. Donc, on avait vraiment le souci de vouloir comprendre la pluralité des réalités de l'itinérance, avec une volonté aussi de donner des pistes de réflexion sur les pratiques. Et puis les pratiques à différents niveaux, là, on va en parler à la fin. Là, Ariane va présenter certaines pistes qu'on a identifiées, mais au-delà même de l'intervention en termes d'urgence auprès des hommes en situation d'itinérance, on peut penser peut-être même en amont en termes de prévention aussi de l'itinérance. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dans notre présentation sur les expériences du passage à l'itinérance. Ça, vous allez voir, là, ça va nous permettre là, de documenter en fait là, des mécanismes en fait d'exclusion sociale qui sont très présents en fait dans les trajectoires de vie des hommes avec des pistes d'intervention, comme j'ai mentionné tantôt. Quelques mots sur le cadre conceptuel. On a deux grands concepts en fait qui nous ont inspirés, orientés, je dirais, pour l'ensemble du processus, là, autant pour la collecte de données que pour l'analyse des données. On était vraiment intéressé par mieux documenter, en fait, ce concept d'exclusion sociale et ce concept de masculinité hégémonique, puis en les croisant aussi dans les trajectoires des hommes. Donc, on avait vraiment un souci de s'assurer d'une concertation, d'une articulation entre ces deux concepts-là à travers nos analyses. Et si je donne quelques mots un peu pour comprendre comment on a mobilisé ces deux concepts-là dans notre projet. L'exclusion sociale, je pense que c'est un concept qui, somme toute, assez connu quand même là, au Québec, au Canada.
c'est un concept là, qui provient de la France là, dans les années 70 là, par certains chercheurs qui sont intéressés là, au processus là, de mise à l'écart de la société. Je pense entre autres à Robert Castel, Serge Pogam. Puis on le voit comment ça a été récupéré un peu partout, là, notamment ici au Québec. Mais ça demeure un concept qui est encore considéré comme polysémique, c'est-à-dire qu'il y a différents sens, différentes significations à cette notion-là. Au Québec, on a tendance beaucoup à l'associer à la pauvreté, ce qui peut être intéressant, mais on voit aussi que la pauvreté, ce n'est pas que l'exclusion sociale, puis l'exclusion sociale n'est pas que la pauvreté. Mais ce qui est au cœur, je pense, de cette notion-là d'exclusion sociale, c'est toute l'idée de processus. Donc, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qui mène, en fait, les personnes à se retrouver d'une situation, en fait, d'inclusion, d'insertion vers son contraire, qui serait, par exemple, l'exclusion. Autre élément aussi important, je pense, avec cette notion-là d'exclusion sociale, c'est justement que ce processus-là est dynamique. Et ça nous permet d'aller au-delà d'une vision, je dirais, étatique des personnes ou des problèmes sociaux. C'est-à-dire que l'itinérance, par exemple, avec cette notion-là d'exclusion sociale, n'est pas considérée comme des caractéristiques personnelles propres aux hommes, par exemple. C'est vraiment plus des conditions de vie qui teintent, en fait, différents rapports chez les hommes. C'est dans cette logique-là de processus dynamique, donc de marqué par des allers-retours. Donc, on le voit aussi, là, les hommes font des tentatives multiples de différentes façons d'essayer de se sortir, finalement, de l'itinérance. C'est un peu dans cette logique-là d'aller-retour qui est vraiment intéressant à mobiliser cette notion-là d'exclusion sociale. Puis le dernier point, c'est que l'exclusion sociale permet de tenir compte des points de rupture, donc les mécanismes de rupture qui nous fait passer justement de cette situation d'inclusion vers l'exclusion. Puis à travers les différents travaux, on peut parler de rupture à différents niveaux, là, notamment au plan symbolique, donc toutes les questions de processus de stigmatisation, des enjeux identitaires, des attributs négatifs, mais aussi des ruptures sociales. Ça évoque plein de choses. La question, par exemple, des pertes d'emploi, des pertes de liens avec d'autres personnes, donc comme le réseau de soutien, la famille, etc. Donc, la notion d'exclusion sociale était vraiment intéressante pour nous là, de capter ces différentes ruptures-là. Puis on l'a abordé en le croisant avec cette notion de masculinité hégémonique, qui est un concept fort là, sur les études de genre, notamment sur les masculinités. Donc, un concept qui a été développé par Connell entre les années 80-90. Puis elle avait vraiment le souci de vouloir s'intéresser aux différentes configurations en fait, des masculinités. Le concept phare qu'elle propose, c'est celui de masculinité hégémonique pour rendre compte en fait de cette configuration, si on veut, de pratique du système finalement patriarcal, donc qui permet en fait aux hommes de se retrouver finalement dans des positions de domination et de générer finalement des positions de subordination, notamment chez les femmes. Donc, la masculinité hégémonique, c'est un peu l'archétype, la figure, si on veut, archétype du modèle patriarcal dans notre société. Puis ce qui est assez intéressant dans la conception de Connell, c'est de montrer qu'il y a différentes configurations de masculinité qui s'entrechoquent, qui sont en tension. Donc, il y a cette masculinité hégémonique, mais qui se retrouve aussi en tension avec ce qu'elle appelle la masculinité complice, la masculinité subordonnée ou la masculinité marginalisée. Et ça, en fait, c'est différentes configurations dynamiques de masculinité. Ça permet, en fait, de tenir compte des rapports de force, des rapports de pouvoir là, entre, évidemment, les hommes et les femmes, mais entre aussi la façon dont on conçoit la masculinité et la féminité, et ultimement même entre les hommes eux-mêmes. Et ça, ce dernier élément est particulièrement intéressant là, pour le passage à l'itinérance. Vous allez voir là, que ça traverse un peu la réflexion qu'on a identifiée à travers les témoignages, ces rapports de pouvoir entre les hommes qui conduisent justement à des rapports de subordination dans certains cas. Ariane, je te laisserai la parole. Les résultats qu'on présente aujourd'hui, ça s'inscrit dans une étude un peu plus large. Là, on a entre autres fait de l'analyse documentaire, puis des entretiens de groupe avec des intervenants et intervenantes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les entretiens individuels qu'on a fait avec 44 hommes. Dans cette région, on n'a pas été capable d'aller en Abitibi-Témiscamingue pour rencontrer les hommes. Ce qu'on voulait, en fait, comme on disait, c'est de voir un peu plus tous les différents visages des hommes qui peuvent se retrouver en situation d'itinérance. Donc, on cherchait aussi à rencontrer des hommes qui peuvent être en situation de handicap, des hommes racisés, de la diversité
diversité sexuelle, de genre, puis aussi des aînés, des jeunes. Puis comme ce n'est pas nécessairement les hommes qu'on voit dans les services, on s'est entre autres reposé sur l'aide des travailleurs et travailleuses de rue pour nous aider dans le recrutement. Tous les entretiens individuels qu'on a fait avec les 44 hommes ont été transcrits en verbatim, puis on a fait plusieurs analyses, mais celle qu'on présente aujourd'hui, c'est une analyse typologique. En fait, c'est une façon un peu de schématiser ou de catégoriser les différentes expériences de vie que les hommes nous ont rapportées. L'idée, c'est pas que chacun des hommes puisse... c'est pas un récit parfait de ce que chaque homme a vécu, c'est plus une façon de catégoriser tout ça pour qu'on puisse explorer un peu plus qu'est-ce qui s'est passé. On s'est intéressé particulièrement aux points tournants dans leur passage à l'itinérance, donc de voir un petit peu décortiquer puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour chacun de ces hommes. Puis ça nous a amené à 5 expériences typiques de passage à l'itinérance. Donc, les expériences de perte d'emploi, de deuil, d'exclusion familiale, d'institutionnalisation, puis de violence identitaire. Pour ce qui est de la précarité d'emploi, oui, merci. La perte d'emploi, en fait, dans le parcours de 18 des hommes, c'était un des éléments là, qui était rapporté comme un point marquant là, dans leurs expériences, dans leur vécu. Ça pouvait être entre autres dû à la consommation de substances, ou des enjeux de dépendance qui pouvaient être liés à des traumas dans l'enfance, à différentes souffrances aussi, ou à des enjeux de santé mentale. Ce que ça va faire, en fait, c'est que ça entraînait des tensions dans le milieu de travail, des absences, comme c'est un peu expliqué là, par Christopher dans l'extrait qui est présenté. Puis, à force de tension, à force d'absentéisme, finalement, ça peut se solder en congédiement. Puis, à ce moment-là, une fois que l'homme a perdu son emploi, il se retrouve dans une espèce de spirale là, de plein de vulnérabilités qui s'accumulent. Donc, la personne, elle va des fois amplifier sa consommation, elle va avoir du mal à se trouver un nouvel emploi, elle va avoir du mal, elle va s'endetter, avoir du mal à payer son loyer, puis finalement, ça peut se solder par la perte de son logement. Sinon, il y avait aussi des fermetures d'usines qui pouvaient en fait, excusez-moi. Donc, au-delà de la consommation de substances, il peut y avoir aussi une perte d'emploi en lien avec des événements subis. Donc, par exemple, liés à des fermetures d'usines, à des fêtes d'entreprise ou, comme dans le cas de Louis ici, là, un accident de travail qui fait en sorte, encore une fois, que l'homme a l'impression qu'il perd tout très, très rapidement, là, puis qu'il n'y a pas eu de contrôle sur la situation, qu'il n'y a rien qui pouvait faire en sorte qu'il puisse changer le cours des choses. Encore une fois, la perte de l'emploi va apporter une incapacité à payer le loyer, puis finalement, une perte de logement. Puis, ce qu'il y avait de commun dans le discours des hommes qui s'inscrivaient un peu là, leur expérience dans cette expérience typique de perte d'emploi, c'est que c'était associé aussi à une perte de dignité. Donc, ils vont nommer qu'ils se sentent inutiles, qu'ils ont l'impression d'être dépendants des services. Les hommes, quand ils nous parlaient de leur emploi, ils en parlaient avec fierté. Ils nommaient qu'ils étaient compétents dans ce qu'ils faisaient. Donc, c'était quelque chose qui leur permettait de se sentir autonomes, de se sentir indépendants. Puis là, au contraire, le fait de ne pas avoir cet emploi-là, c'est tout le contraire, en fait, de ce qui est attendu d'eux socialement ou dans les idéaux de la masculinité. Donc, ça va s'accompagner justement de cette espèce de perte de sentiment de valeur ou cette perte de dignité. C'est révélateur aussi de la société patriarcale dans la mesure où, en fait, on a tout construit autour de l'emploi puis autour de cet idéal-là masculin qui est l'emploi. Donc, c'est là qu'une fois que l'homme perd cet emploi-là, ben, il se retrouve avec une perte de valeur. On peut switcher à la prochaine. Merci. Sinon, un autre élément, c'était celui du deuil, qui pouvait être entre autres lié à une séparation conjugale avec conjoint-conjointe. Et encore là, c'est une séparation, un deuil qui va engendrer une grande souffrance, voire même une détresse chez les hommes qui nous ont parlé de ces expériences-là. Ce qu'ils vont nous nommer aussi, c'est qu'ils se sont sentis très chamboulés, désorganisés, plus savoir un petit peu comment fonctionner dans le quotidien. Encore une fois, il y a eu cette impression-là là, d'impuissance, finalement, de perdre très rapidement quelque chose. Puis ils vont se mettre à s'isoler, à vivre de la solitude. Puis c'est ça, encore une fois, la désorganisation autour de ces émotions-là peut faire en sorte qu'ils vont perdre leur logement, qu'ils vont perdre leur emploi. C'est aussi des deuils qui peuvent être liés à des décès, donc des décès de personnes significatives, oui, conjointes, mais les hommes nous ont aussi parlé de décès de proches, de membres de la famille, puis souvent, en fait, de femmes. Donc, soit du décès de la conjointe, du décès de la mère, de la grand-mère, d'une tante. Encore une fois, ça va engendrer une grande souffrance, mais c'est aussi que les hommes sont dépossédés des personnes qui les aidaient. Donc, ils vont nous nommer que ces femmes-là, soit les aidaient à payer le loyer, les aidaient à payer leurs comptes, les aidaient à faire le ménage, même des fois les aidaient dans leur observance au traitement là, pour des hommes qui présentaient des problèmes de santé.
sécurité. Donc, la perte de cette personne-là va venir encore une fois les chambouler, les désorganiser. Puis des fois, ça va venir amplifier des défis de santé mentale ou ça peut créer des défis de santé mentale, par exemple des hommes qui rapportent être tombés en dépression ou avoir eu des idées suicidaires, un peu comme dans ce Steve rapporte qui parle un petit peu là, de questions de est-ce que je me suicide ou non, là, puis qui a décidé finalement de ne pas se suicider. Puis il nous parle de ça, puis il est en itinérance, ça fait quand même 27 ans que sa conjointe est décédée. Donc ça l'a traîné dans le temps la souffrance en lien avec le deuil lié à une rupture ou dans ce cas-ci à un décès. Donc, s'il y avait de commun, encore une fois, dans ce que les hommes nous rapportaient, c'est un grand sentiment de vulnérabilité. Donc, toute la souffrance qui est associée ou la détresse psychologique qui est associée soit à la rupture ou à un décès d'une personne, c'est des émotions qui ne sont pas habituées, en fait, de vivre, puis qui vont à l'encontre de ce qui est attendu, encore une fois, dans la masculinité hégémonique, d'avoir un certain contrôle de soi. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée. Puis, encore une fois, ça parle aussi de l'organisation en lien avec le patriarcat, du fait que ces femmes-là, en fait, leur organisation à ces hommes-là reposait sur le soutien qu'ils obtenaient de femmes, sur l'aide que des femmes leur apportaient. Puis, une fois que cette femme-là est absente, soit suite à une rupture ou un décès, mais ils n'arrivent plus à s'organiser dans leur quotidien, s'assurer de payer leur loyer, et là, ça engendre d'autres difficultés. Super. Je vais prendre la relève pour les 3 prochaines expériences qu'on a identifiées. Une autre expérience qui était importante aussi, c'est l'exclusion familiale. Donc, c'est des hommes qui nous ont raconté, en fait, de multiples formes de violence, en fait, dans leur milieu familial, violence physique, psychologique, sexuelle, qui créent vraiment là, des milieux familiaux là, très, très toxiques, en fait, pour les hommes. Et ce que les hommes, en fait, nous ont raconté, c'est que souvent dans leur enfance, dans leur adolescence, ils ont été poussés finalement à fuir en fait ce milieu familial toxique, violent, de multiples façons. Là, c'est toute la question des fugues là, en bas âge. Puis des fois, c'était plusieurs fugues, des fois c'était une fugue, puis que ça s'est transformé là, directement là, un passage plus assumé, si on veut, là, en période de différence. Mais ce qui était marquant en fait, de leur témoignage, c'est que c'était pour fuir, pour se protéger finalement de cette violence marquante dans le milieu familial. Puis l'autre élément aussi assez peut-être assez prégnant de leur discours, c'est l'idée que la rue devenait, dans certains cas, une espèce d'élément de protection, en fait, où ils vont tisser des liens avec d'autres personnes. Toute l'idée de famille choisie, là, qu'on voit beaucoup avec les personnes queer, mais on le retrouve un peu ici, dans cette notion-là de liens qui vont tisser avec des personnes qui leur donnent un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas, en fait, dans leur enfance avec le milieu familial. L'autre élément aussi important de cette exclusion familiale, c'est des expériences d'expulsion, donc pas juste des hommes qui fuient, mais des hommes qui ont été mis à la porte par leur famille. Là, en fait, ils nous racontent de multiples enjeux qui génèrent en fait cette expulsion-là, beaucoup organisés autour de différents conflits, là, des conflits autour de plusieurs thématiques, mais ce qui revenait beaucoup dans le discours, c'était les enjeux des conflits autour de la consommation de substances ou de la vente de drogue dans certains cas, avec lesquels les parents étaient complètement en désaccord. Ça génère en fait tout un immense conflit avec lequel les familles n'arrivent pas à résoudre ça de façon inclusive et saine. Ça génère en fait de l'expulsion. Puis la question aussi des défis de santé mentale, ça c'est à différents niveaux, les défis de santé mentale chez les hommes quand ils se retrouvent dans la famille, mais c'est aussi chez leurs parents, en fait, là, donc certains parents qui vivent certains défis de santé mentale, puis ça crée un espace assez explosif, assez complexe, en fait, dans la famille. Puis l'expulsion est aussi générée par différentes formes d'intolérance de la part des parents en lien avec différents enjeux identitaires. J'en parlais un peu plus loin, là, tantôt, sur l'expérience de violence identitaire, mais on retrouvait aussi cette forme-là dans l'expulsion par la famille. Donc, des parents qui n'arrivent pas à composer, par exemple, avec l'homosexualité de leur enfant, de leur identité de genre, de leur handicap, par exemple. Puis là, ça devient un motif, finalement, de mise à la porte de la part de la famille. Fait que ce qu'on voit à travers cette expérience d'exclusion familiale, c'est on voit que les hommes sont en fait exposés à différentes expériences de trauma, en fait, tout au long de leur enfance. Puis ça, un peu de la même façon que la question tantôt que Rian évoquait sur les expériences de vulnérabilité. On voit, en fait, que ces expériences de trauma, ça contrevient finalement à l'image souvent hégémonique, normative, en fait, qu'on va se faire des hommes qui sont supposés être forts,
être autonome, mais surtout ne pas être des victimes, en fait, de violence, ne pas être des victimes, en fait, de différents traumas. Et on voit comment tout ça, ça rend ça très complexe, en fait, pour les hommes. Et ça peut se manifester de différentes façons. Il y a un des enjeux qu'on a beaucoup vu, en fait, dans les témoignages, c'est que cette volonté à ne pas vouloir être identifié comme victime, ça mobilise, en fait, une transformation symbolique, en fait, ce qu'on peut appeler comme le renversement du stigmate, là. Puis on le voit, en fait, là, dans le témoignage de Sébastien, là, en haut, là, comment il explique, en fait, que toute cette violence, cette négligence, cette espèce d'élément familial toxique, ça l'a permis, finalement, de se préparer à une vie de misère. Donc, on voit qu'il y a comme une transformation, une reprise de pouvoir, en fait, sur des expériences traumatiques. C'est une façon aussi de se présenter de façon plus positive, tout en ne faisant pas nécessairement, il fait un peu le lien, mais pas en faisant le lien systématiquement à chaque fois en disant, c'est la violence familiale qui m'a poussé en itinérance. Il va plus loin en disant, oui, mais en même temps, cette violence-là m'a permis d'être capable de contrer finalement l'adversité par rapport à l'itinérance avec laquelle je navigue en ce moment. On voit qu'il y a vraiment comme une transformation positive finalement de ces expériences-là. Autre expérience importante, c'est celle de l'institutionnalisation. Donc, ici, c'est des hommes qui ont vécu de multiples formes de placement, de périodes, de différentes formes d'institutionnalisation dans leur trajectoire de vie. Tous les hommes qu'on a rencontrés dans cette catégorie-là de l'expérience de l'institutionnalisation, ils ont tous vécu des périodes dans les services de protection de la jeunesse, donc des placements en centre jeunesse. Dans tous les cas, ça s'est passé de façon très négative là, de leur part. Donc, ils parlent vraiment de ces expériences-là en des mots très durs, très difficiles, d'encadrement autoritaire, d'expériences de violence, en fait, en lien avec les centres jeunesse. Puis ce qui est aussi marquant, c'est l'idée que à la fin, en fait, de ces expériences de placement, c'est des hommes qui disaient s'être retrouvés un peu mis à la porte, en fait, là, des centres jeunesse. Donc, sans soutien, sans réel accompagnement, d'être laissés un peu à eux-mêmes après avoir été pris en charge pendant un certain temps par les services institutionnels. Puis on le voit là comment Patrick ici le mentionne, tu es rendu à 18 ans, les services sociaux, c'est comme fini, là, c'est va de tes propres ailes, mais en même temps, tes ailes sont cassées bien raides. Donc, il y a vraiment cette idée là, de forcer vers l'autonomisation, mais une autonomie qui est peu accompagnée ici chez certains hommes. Puis l'autre élément aussi intéressant de cette expérience d'institutionnalisation, c'est l'idée qu'une fois sortis des centres jeunesse, c'est des jeunes, c'est des hommes en fait qui nous disent avoir peu d'espace, de réseau de soutien, là, peuvent difficilement retourner vers leur famille. Puis ce qu'ils vont faire pour les hommes qu'on a rencontrés ici, c'est tisser du lien avec le milieu de la criminalité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce milieu de la criminalité, ils ont déjà tissé des liens à l'intérieur même des services de protection de la jeunesse. Donc, c'est comme s'ils retournent vers un milieu qu'ils ont appris à l'intérieur même de leur passage institutionnel. Et le milieu de la criminalité est vu en tension. D'un côté, c'est vu comme un espèce d'élément de famille, de soutien, d'entraide. Encore là, un peu l'idée de socialisation par la marge, ici qui est mentionnée. Il y a plusieurs des hommes qu'on a rencontrés d'ailleurs dans cette catégorie-là qui ont été impliqués avec les moteurs, entre autres. Là, puis c'était vraiment l'idée d'un club, d'une famille, en fait. Mais en même temps, ça s'accompagnait aussi d'un processus de judiciarisation important. Là. Donc, des hommes qui commettaient des crimes, qui se retrouvent en fait emprisonnés, donc des passages répétés, nombreux dans les milieux carcéraux. Puis ce qui racontait un peu de la même façon que pour les placements institutionnels, c'est qu'à la fin, en fait, souvent des emprisonnements de leur période en milieu carcéral, ils se retrouvaient encore là, laissés eux-mêmes, sans beaucoup d'accompagnement. Puis ce qui nous expliquait, c'est que souvent, à un moment donné, le milieu criminel les laissait tomber, puis se retrouvaient un peu tout seuls, finalement, en ayant peu de moyens pour négocier la suite. Fait que ce qu'on voit, en fait, ce qu'on décèle comme enjeu ici, c'est vraiment cette injonction à l'autonomie qui est mobilisée, qui est récupérée, en fait, en l'intérieur des différentes institutions. Puis ça, en fait, ça fait vraiment écho encore là à la figure hégémonique de la masculinité. Là, c'est comme si nos institutions reproduisaient l'idée que les hommes sont autonomes, sont capables de se débrouiller. Qu'on leur donne peu d'accompagnement, en fait, à la sortie des institutions. Puis ce que ça génère, en fait, c'est l'impression d'être laissés à eux-mêmes, puis les hommes ont l'impression d'être laissés tomber, finalement, par un système social qui d'autre part, qui devrait pouvoir les accompagner puis les soutenir. Et ça, finalement, en bout de piste, ce que ça génère, en fait, là, chez les hommes qu'on a rencontrés, c'est beaucoup de rancune, beaucoup de méfiance à l'égard des services,
Donc, il y a vraiment un bris de confiance là, par rapport aux différentes institutions et différents services, parce qu'on a l'impression d'avoir été trahis, laissés tomber à différents moments dans leur parcours de vie. Et la dernière expérience qu'on a identifiée, c'est celle de la violence ou des différentes formes de violence identitaire. Ici, évidemment, on parle des hommes avec des statuts minorisés. Là, on peut parler ici là, des hommes, entre autres des hommes trans, des hommes en situation de handicap, des hommes racisés, des hommes issus de l'immigration. Puis dans tous les cas, ce qu'ils ont mentionné, c'est que c'est des hommes qui ont été confrontés à de multiples formes de violence identitaire dans leur parcours. Entre autres, là, ce qu'on met de l'avant ici, c'est des expériences d'intimidation, notamment dans le contexte de l'école, le contexte scolaire. Donc, des hommes qui racontent avoir été vraiment intimidés, écœurés, achalés par les autres sur la base d'enjeux identitaires. Ce que les hommes ont dit, c'est que ça a laissé des traces psychologiques importantes. C'est manifesté de différentes façons par des défis de santé mentale. Il y a toute la question de la consommation de substances là, qui était beaucoup amenée ici là, par les hommes en disant que la consommation de substances devenait comme soit une stratégie un peu palliative pour gérer de la souffrance, gérer en fait de l'intimidation dans certains cas. Puis le cas plus particulier de Michael, là, dans la citation ici, montre comment non seulement c'est la consommation de substances, parce que là on n'a pas le reste de la citation, mais il nous parle de consommation de substances, mais ce qu'il nous met ici de l'avant dans la citation, c'est que pour compenser finalement cette identité violentée là, par les jeunes à l'école, Michael a développé la stratégie de devenir vendeur de drogue. Donc, la vente de drogue lui a permis d'avoir un genre de statut plus valorisé qui permettait de compenser, en fait, cette forme d'intimidation auquel il a été confronté une grande partie de son enfance. Et l'autre élément de cette expérience de violence identitaire, c'est que les hommes nous racontaient qu'une fois adultes, en fait, c'est des hommes qui ont été confrontés, en plus de l'intimidation dans leur enfance, là, une fois adultes, différentes formes de discrimination qui ont, sur la base encore là d'enjeux identitaires, qui est devenu en fait des obstacles à différents milieux d'intégration sociale. Je pense à l'emploi, au logement. On voit ici là, la citation de Justin, là, qui est un homme trans, en fait, qui explique que il avait réussi à un moment donné à se trouver un emploi. Il était vraiment content, heureux d'avoir un emploi. Jusqu'à temps que sa patronne, en fait, réalise que c'est un homme trans. Puis là, elle l'a congédié parce que pour elle, c'est un emploi qui était pour des hommes, en fait. Et c'est comme si le fait d'être un homme trans ne correspondait pas finalement à cette image, en fait, de l'emploi. Évidemment, là, lui s'est retrouvé par la suite là, en situation d'itinérance. C'était un des moteurs là, qui l'a fait basculer vers l'itinérance par la suite. Mais dans tous les cas, c'est des multiples formes de discrimination. Là, je pense entre autres aussi à un autre homme issu d'immigration qui a été, lui, confronté là, au fait qu'il n'y avait pas de permis de travail quand il est arrivé ici au Québec, il n'y avait pas de permis de conduire, il n'arrivait pas à se trouver évidemment d'emploi, il n'arrivait pas à se trouver de l'argent, puis il s'est ramassé finalement à fréquenter des ressources là, en itinérance. Mais pourtant, dans son pays d'origine, là, il y avait des diplômes, une reconnaissance, un statut, c'était valorisé, mais il s'est retrouvé ici là, avec tout plein de barrières en fait, institutionnelles. Fait qu'on voit vraiment que c'est des pratiques en fait discriminatoires qui sont mobilisées en fait dans leur trajectoire. Puis ça, en fait, ça illustre encore une fois cette figure hégémonique de la masculinité. Donc, on a tendance à centraliser, conceptualiser en fait les hommes autour d'une catégorie très, très homogène, donc les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels, sans handicap. Puis on voit que quand les hommes ne correspondent pas à ces catégories dominantes, se retrouvent en fait exposés à différentes formes d'oppression qui va générer finalement des expériences d'exclusion sociale. Puis on voit que ça participe, dans leur cas, au passage à l'itinérance. Voilà, je te laisserai la parole, Ariane. Super, merci. Les pistes d'intervention, comme on disait, sont liées aussi à ce que les intervenants et intervenantes nous ont rapporté. Puis on a choisi de présenter seulement celles qui faisaient écho là, un petit peu à ce qu'on vient de discuter sur les expériences typiques. Donc, encourager un accompagnement sensible et humain. En fait, de ce qu'on a dit, c'est les hommes ont vécu de l'exclusion, ils ont vécu de l'exclusion par la famille, ils ont vécu de la discrimination, même au sein des institutions. Ils ont vécu une perte de dignité en lien avec la perte d'emploi. Donc, tout ce qui avait rapport avec
humaniser les hommes, c'était parlant. En fait, même les hommes, ce qu'ils nous rapportaient, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de se sentir reconnus comme hommes, ils avaient besoin de se sentir reconnus comme humains, donc de se sentir humanisés au travers de l'intervention. Puis en fait, ils arrivaient à se reconstruire une image positive d'eux-mêmes à travers ce lien-là, entre autres avec les intervenants et intervenantes. Dans les pistes d'action pour favoriser ce lien-là, il y avait tout ce qui était en lien avec les approches qui favorisent l'intervention dans un contexte informel, où c'est un peu plus facile de se placer en position de vulnérabilité, où il y a moins un ressenti de honte. Les approches comme en travail de rue qui permettent aussi encore une fois, d'être un peu d'égal à égal avec les intervenants et intervenantes. Aussi, on le voit comme dans la citation de Robert, l'idée de se sentir accueilli dans une ressource, de se sentir humanisé, de se sentir pas comme un numéro, mais dès l'accueil. Donc, l'accompagnement, oui, des fois, c'est d'accompagner l'homme dans le service, entre les services, mais même des fois à distance, juste de prévenir de l'arrivée d'une personne, puis que l'homme arrive, puis qu'on connaisse déjà son nom, puis qu'on lui fasse déjà une place. C'est quelque chose qui était très aidant. Sinon, sur la question de favoriser l'autonomie, en fait, les hommes, d'une part, nous rapportent qu'ils ont besoin de se sentir autonomes, mais en même temps, ils ont aussi senti qu'ils se sentaient abandonnés par des services, justement parce qu'il y avait une injonction à l'autonomie. Donc, l'idée, c'est de leur permettre d'être autonomes sans les forcer à l'être. Donc, que la condition d'admission ne soit pas d'être autonome, de ne pas avoir à faire ses preuves dans les ressources, de ne pas avoir à démontrer qu'on est capable de faire les choses seul. Là-dessus, sur les questions, toute la question des interventions basées sur l'empowerment, donc de placer un cadre qui fait en sorte que les hommes peuvent reconnaître leurs propres compétences, peuvent reconnaître leurs forces, puis après ça, pouvoir utiliser ce cadre-là, puis les outils qu'on leur donne pour prendre des décisions, d'inclure les hommes dans les interventions qui les concernent, tout ce qui est aussi les hommes demandés à se sentir impliqués dans leur milieu, donc que ce soit par le bénévolat, que ce soit par le travail, de sentir qu'ils ont une place dans les services, dans les organismes où est-ce qu'ils sont. Aussi par rapport à la paraidance, donc il y a des hommes qui se sentaient plus à l'aise de se montrer vulnérables devant des personnes qui ont un vécu similaire, mais ça permet aussi de s'impliquer dans les différents endroits que les hommes fréquentent. On peut passer à la... Ah oui, c'est aussi que les hommes, comme je disais tout à l'heure, ils ont vécu beaucoup d'impuissance. Ils ont l'impression qu'ils ont perdu beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, ils ont besoin de sentir qu'ils sont en pouvoir sur leur vie, pas en pouvoir sur les autres, mais de leur redonner un pouvoir sur leur choix de vie, puis où est-ce qu'ils peuvent aller. Cesser les pratiques qui contribuent à la subordination de ceux qui ne correspondent pas à la figure hégémonique de la masculinité. Donc, on parle entre autres d'hommes racisés, d'hommes trans, mais aussi les hommes qui ont des caractéristiques ou des comportements qui ne cadrent pas nécessairement dans c'est quoi les idéaux de la masculinité. Donc, on parle de pouvoir montrer de la tendresse, de pouvoir montrer qu'on est sensible. Quand on a rencontré les hommes, ils nous ont nommé pour plusieurs qui ne se sentaient pas en sécurité au sein des ressources et des services, mais même des hommes, admettons, qui ne s'identifiaient pas comme gays, nous nommaient « va pas dire dans une ressource que tu es gay, tu vas mettre ta sécurité en danger. » Donc, il y a une reconnaissance qu'il y a ces dynamiques-là de pouvoir entre les hommes au sein même des services et des ressources. Donc, ce qui est recommandé, ça serait d'empêcher toute action discriminatoire ou violente, d'intervenir immédiatement sur des propos transphobes, des propos racistes, mais aussi des propos misogynes ou sexistes qui vont venir finalement reproduire les dynamiques de pouvoir qu'on veut éviter dans les services et dans la société en général. Aussi, il y avait des hommes... les services actuellement sont principalement développés pour un type d'hommes, donc des hommes blancs, cis, hétéros, autour de 40 ans. Puis même les hommes qui correspondent à ces caractéristiques-là n'ont pas tous accès aux services, même si ça a été un peu pensé pour eux. Mais il y a toutes sortes d'autres figures d'hommes qui finalement appellent encore plus à aller dans les ressources. Et entre autres, on a des hommes qui nous disaient qu'ils ne pouvaient même pas accéder physiquement au lieu parce que, par exemple, il n'y a pas de rampe d'accès. Des hommes qui, par les règlements, par exemple, qui demandent d'avoir eu une chirurgie d'affirmation de genre, fait que là, tu n'as pas accès aux services à cause de ça, ou même dans la quantité de paperasse à remplir, le fait de devoir se nommer, s'identifier, avoir une carte d'assurance maladie. Finalement, les hommes se butent à plusieurs portes fermées. Ça devient très décourageant. Puis la journée où ils acceptent de se monter vulnérables, s'ils vivent des refus à répétition, ça devient complexe d'accéder aux services. Donc, de plutôt prioriser des politiques qui font en sorte qu'il y a plusieurs portes d'accès pour un même service. Ça serait à favoriser. Voilà, que ça répond aussi au délai d'attente. En fait, en prévention, ça implique aussi de mieux faire le dépistage. Donc, quand les hommes sont dans les services, on parlait tout à l'heure que des fois, les hommes se sentent abandonnés à la fin du service ou quand ils sortent des institutions. Donc, de prévoir un peu à l'avance, puis de voir où est-ce que la personne s'en va à la sortie, puis est-ce que cet endroit-là va être stable aussi dans les prochains mois.
Puis finalement, travailler en amont sur les enjeux structurels. Donc, tout ce qui est en prévention de l'itinérance, on veut sortir en fait de l'urgence. Donc, travailler sur l'accès à des logements abordables, l'employabilité, le revenu. Aussi, tout ce qui est lutter contre les normes hégémoniques de la masculinité. Ça peut avoir l'air gros un peu, là, mais même dans le quotidien avec les hommes, souvent, on va avoir le réflexe de se dire, ah, ben là, c'est des hommes, on va leur faire du sport. Oui, il y a des hommes qui aiment le sport. Il n'y a pas que les hommes qui aiment le sport. Puis même si dans l'absolu, le sport, ça peut être une stratégie positive, mais on peut aussi explorer autre chose avec les hommes, qu'ils soient en itinérance ou pas. On peut faire du théâtre, on peut faire de l'art, on peut marcher, on peut faire du jardinage, on peut faire du tricot. Il y a comme mille et une choses qu'on peut tenter. Puis en fait, souvent, ça va favoriser des contextes d'intervention plus informels. Puis justement, là, les hommes peuvent apprendre à se montrer vulnérables puis vivre une réussite, de dire, ben, je me suis ouvert dans ce contexte-là, puis rien n'arrivé de dramatique, puis il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses. Donc, de faire vivre des situations où les hommes peuvent se montrer vulnérables sans qu'il y ait de conséquences terribles. Puis sinon former les intervenantes aux différentes réalités, bien, comme on disait, il n'y a pas... même au sein de la population des hommes en situation d'itinérance, il n'y a pas un visage de l'itinérance, il y a plusieurs réalités, puis ça implique des besoins tout à fait différents d'une personne à l'autre. Donc, de continuer à rester informé, par exemple, de la réalité des hommes issus de l'immigration en itinérance ou des hommes aînés en situation d'itinérance pour pouvoir mieux répondre à ces différents besoins. Super. Donc, ben, je vais être bref là, sur la conclusion, quelques mots pour terminer. En fait, je pense que ce que l'étude en fait met de l'avant ici, c'est plusieurs choses, notamment l'idée que le passage à l'itinérance, en fait, chez les hommes, c'est une situation en fait qui est complexe, qui doit s'expliquer et doit être comprise en fait par de multiples facteurs et mécanismes d'exclusion sociale. Ça ne se réduit pas qu'à un seul enjeu. Ça ne se réduit pas uniquement à des enjeux individuels. Ça, je pense que c'est important là, de bien l'identifier, parce que souvent, je pense que notre premier réflexe, comme chercheur, comme personne intervenante, c'est de beaucoup se baser sur ce qu'on voit, les caractéristiques ou les enjeux personnels des personnes, notamment la consommation de substances, les problèmes de santé mentale. Et puis, on l'a vu, en fait, on essaie de démontrer, en fait, dans la présentation que ces enjeux-là sont présents, évidemment, un peu partout, sont égrenés, sont amplifiés par de multiples formes d'exclusion sociale. Mais ce qui génère surtout, en fait, le passage à l'itinérance, c'est ces enjeux, en fait, institutionnels, structurels, interpersonnels qui sont présents autour des hommes. L'autre élément aussi, c'est de se rendre compte que les mécanismes d'exclusion sociale sont pas aléatoires. En fait, là, ils sont vraiment construits autour des rapports de genre dans lesquels, en fait, la masculinité hégémonique joue un rôle central, primordial, en fait, dans le processus d'exclusion sociale. Ça peut se manifester, en fait, de différentes façons. Là, on le voit, là, tantôt quand Ariane parlait là, de la perte d'emploi, qui est une dimension hautement matérielle, là, dans la mesure où ben, les hommes n'ont plus de revenus, n'ont plus d'argent. Ça amène, en fait, des conséquences objectives qui est de ne plus être capable de payer son loyer, mais aussi toute une dimension ou des dimensions symboliques. Puis là, c'est la perte de dignité, le sentiment de vulnérabilité qui, en fait, construit, en fait, un positionnement social subordonné, marginalisé. Puis ça participe, en fait, au processus d'exclusion sociale des hommes. Puis, ultimement, ben, je pense que ces expériences, en fait, de passage à l'itinérance, en fait, ne sont que des marqueurs, des illustrations, finalement, des différentes formes de défaillance de notre société patriarcale dans laquelle on fonctionne en ce moment. Puis, la citation de Bell Hooks, c'est un peu ça, en fait, ici, c'est de montrer, en fait, que personne, aucun homme, en fait, qui échappe à cette influence du patriarcat, c'est construit, c'est là, c'est présent. Mais il faut tenter, en fait, de différentes façons de contester ce système, cette société patriarcale. Puis comme personne intervenante, comme décideur politique, comme chercheur, chercheuse, on a un certain contrôle, un certain pouvoir relatif, vous pourrez me dire, j'en conviens, mais on a un certain pouvoir, en fait, pour essayer de contester, de changer, en fait, cette société patriarcale dans laquelle on navigue présentement. Donc voilà, ici, c'est terminé, mais je vous laisse ici quelques outils, en fait, qu'on a développés dans notre projet. Je vous laisse ici le lien avec le rapport de recherche qu'on a écrit, qu'on a déposé au FQRSC. On a aussi développé là, des cartes postales. C'est beaucoup Ariane qui a piloté ce projet-là ici, là, mais c'est des cartes postales donc, qui se veulent en fait là, des outils pour réfléchir là, aux clichés, aux préjugés à l'égard des hommes en situation d'itinérance. C'est vraiment le format de carte postale, donc il y a un recto verso avec des informations, puis le verso, ben, là, on donne
des pistes de réflexion là, pour aller un peu plus loin. Puis on a aussi fait un balado là, sur la complexité de l'itinérance. C'est disponible sur le site du CREMIS. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup à vous deux. Quelle belle conclusion, quelle belle présentation. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière toutes les vulnérabilités qui touchent les hommes et aussi toute la complexité, dans le fond, du passage à l'itinérance chez les hommes. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On serait rendu maintenant à une période de questions. Alors, j'invite les personnes qui aimeraient poser des questions à poser leurs questions, soit dans l'onglet « Conversation » ou à lever la main. On va vous donner un droit de parole. Alors, je vais regarder si on a des questions dans le chat. En tout cas, des commentaires très positifs sur la présentation. On vous remercie. Donc, peut-être des questions plus techniques. Donc, je vous invite à poser vos questions par soit en levant la main, on va vous donner la parole, ou dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, soyez pas gênés. Peut-être je vais en profiter de ce temps pour vous lancer une question, peut-être pendant que d'autres questions vont rentrer. Je voulais savoir si vous avez eu des pairs dans votre échantillon, puis si il y avait certaines expériences de vulnérabilité qui ressortaient par rapport soit à la relation avec leur enfant ou en lien avec la paternité, l'engagement paternel notamment. Oui, ben, je peux donner peut-être des éléments. Tu compléteras, Rianne, si tu vois d'autres choses. Mais on l'a moins mis là, en évidence dans la présentation, mais ça fait partie de toute la question des deuils, en fait. Ça faisait partie aussi des enjeux familiaux, là, entre autres avec leurs enfants. C'est pas tous les hommes, évidemment, qui en ont parlé. C'est pas tous les hommes qu'on a rencontrés qui se sont identifiés comme des pères. Mais quelques-uns, en fait, ont évoqué cette question-là. Puis ce qui était beaucoup ressorti, en fait, c'est que c'est un sentiment souvent d'humiliation, en fait, de honte, en fait, à l'égard de leur situation actuelle. L'idée, souvent, c'est de dire, ben, c'est peut-être plus simple de ne pas voir mes enfants parce que là, en ce moment, dans une situation, justement, c'est vulnérabilisante, marginalisante, avec lesquelles je me sens vraiment pas confortable, pas bien. Je mets en fait un peu en attente le lien que j'ai avec mes enfants. Dans d'autres cas, c'était aussi les enfants qui veulent pas vraiment les voir. Donc, il y a toute cette tension-là un peu complexe, mais c'était beaucoup associé autour de la honte et l'humiliation. Mais il y en avait plusieurs qui disaient qu'il y avait une volonté de vouloir reprendre ce lien-là, ce désir-là de vouloir reprendre, mais ça c'était attaché au fait de sortir, ou en tout cas de ne plus être en situation d'itinérance. Donc, il y a vraiment cette volonté-là de reprendre un peu plus de pouvoir, en fait, sur leur situation. Puis on voit que c'est comme complexe, en fait, là, dans la perspective de la masculinité justement hégémonique. Là, un homme, c'est quelqu'un qui prend soin, le pourvoyeur, qui prend soin de ses enfants. Puis là, on voit comment cette situation-là de l'itinérance devient une situation très vulnérabilisante avec laquelle ben, ils ne se sentent peu prêts à composer, en fait. Là. Très intéressant. Bien, merci pour ta réponse. On aurait une main levée. Alors, donc, j'invite Jean-Philippe Gagnon, si je ne me trompe pas, à ouvrir son micro et prendre la parole. Vous pouvez également ouvrir votre caméra. Je vais juste vérifier si on peut y donner accès. Pauline ou Liliane, pourriez-vous donner accès à la main levée, s'il vous plaît? Oui. Je pense que je ne la vois plus de mon côté. Oui, Juste un petit instant, désolé. Donc, Liliane, est-ce que tu vois la main levée? Est-ce que Jean-Philippe Gagnon, vous êtes en mesure de prendre la parole? Oui, son micro est autorisé. Parfait, oui. Merci. Allez-y. La question que j'avais, c'était dans les études ou dans le data que vous avez recueilli, s'il y avait des critères d'exclusion qui étaient plus fréquents que d'autres, mais surtout au niveau de la concomitance.
Vous avez quand même fait une pas pire énumération de plusieurs critères d'exclusion. Il y en a dessus qu'ils sont plus régulièrement vus ensemble. Pour ne nommer que celui-ci, je sais qu'il y a des fois des facteurs de perte importantes, que ce soit perte de la conjointe ou perte d'emploi, qui sont vraiment des situations fragilisantes pour les hommes à profil plus traditionnel. Mais en plus de celui-là, y a-t-il d'autres facteurs, des critères d'exclusion ou de fragilité qui pourraient, là, que vous avez observés, vous avez répertoriés dans le data que vous avez eu? Quand vous parlez d'exclusion, c'est le processus d'exclusion sociale qu'on a parlé, c'est ça que je comprends en fait. Là. Oui, c'est ça. Y a-tu, mettons, dans ce que vous avez observé, bon, s'il y a tel critère d'exclusion, c'est très, très, très souvent lié à tel autre critère. Fait que ça peut régulièrement là, porter, ou c'est surreprésenté dans les populations en situation d'itinérance. Oui, en fait, c'est une question intéressante. Là. Non, on n'a pas fait ce travail-là d'essayer d'identifier en fait là, des croisements. Souvent, en fait, oui, il y a des croisements, là, mais d'identifier de façon spécifique comment ça va se jouer de façon particulière. Ce qu'on voit en fait, c'est d'entrée de jeu, là, quand on a commencé à recueillir les données, là, le mot que j'utiliserais, c'est l'idée d'un joli chaos, en fait. C'est dans le sens que les hommes nous parlent de plein de choses qui se passent en même temps, de plein de situations de vulnérabilité. C'est un peu ça qu'on essaie d'évoquer ici. On a mis beaucoup l'accent sur des points de bascule. Donc, qu'est-ce qui pousse les hommes en situation d'itinérance? Mais il y en a tout plein, en fait, de facteurs vulnérabilisants en amont, en fait, de leur trajectoire qui va s'insérer. C'est sûr qu'il y a des enjeux plus particuliers. Par exemple, on parlait des enjeux auprès des hommes avec des statuts minorisés. C'est sûr qu'eux autres sont vraiment confrontés à des enjeux supplémentaires, notamment, c'est sûr, des discriminations particulières en raison de leur statut. Puis après ça, là, on n'a pas évoqué là, dans notre présentation, mais il y a toute la question aussi du recours et du non-recours au service. Comment les hommes se retrouvent, en fait, en contexte d'itinérance, puis comment, en fait, l'offre de service en ce moment devient, dans certains cas, des enjeux vulnérabilisants supplémentaires, là, quand on n'arrive pas à offrir des services qui sont adaptés, en fait, aux différents besoins. Je pense, entre autres, à la question de l'agressivité, là, qui est souvent comme un moteur, en fait, d'exclusion dans les différents services. En même temps, ça, c'est un enjeu qui est super intéressant parce que, on exclut les hommes sur la base de l'agressivité, mais on va permettre de tenir des propos misogynes, par exemple. Des propos qui sont hautement violents, mais là, ça, on l'accepte parce qu'on a l'impression, en fait, que ce sont des hommes, donc on tolère davantage. Là, il y a comme un comportement agressif qui apparaît. Ça devient des enjeux vulnérabilisants, puis là, on va exclure, en fait, les hommes. Fait que, je ne veux pas tomber dans l'idée d'un portrait bien spécifique, mais oui, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est une toile, en fait, de vulnérabilité qui se retisse constamment dans les expériences des hommes. Merci. Merci Philippe, Benoît, c'est très intéressant comme réponse. J'aimerais la parole maintenant à Caroline Guéoada, si je ne me trompe pas. Alors, je vous invite à ouvrir votre micro si vous êtes en mesure de le faire et votre caméra si vous le souhaitez pour poser votre question. Je vais juste vérifier avec ma collègue si vous avez bien accès. Liliane, est-ce que tu pourrais te donner accès? Elle a accès. Parfait, merci. Bon, bonjour. Là, je peux ouvrir mon micro, mais je n'ai pas accès à ma caméra, donc je vais vous parler en arrière de la caméra. Excusez-moi, j'ai pris le webinaire en marche. Je suis intéressée. Je vous remercie d'abord pour la présentation. J'ai bien aimé le sujet. Moi, je m'intéresse également à un sujet masculin et moi, je suis intéressée de savoir quelle était la démarche que vous avez utilisée pour procéder au recrutement? Parce que quand je regarde les profils, je vois que c'est des personnes à des profils différents. Comment vous avez, je voudrais bénéficier de votre expérience de recrutement. Et par ailleurs, j'aimerais savoir également comment vous avez procédé pour mener l'enquête. Quelle est la méthode que vous avez utilisée pour collecter les données et quelle était votre expérience de collecte? Merci. Tu prends un peu la parole, Ariane, ou tu veux que je le fasse? Oui. Je peux répondre. En fait, on avait commencé par faire des entretiens en groupe avec des intervenants, intervenantes. Quand on est venu à faire le recrutement pour les hommes, pour les entretiens individuels, on est passé, entre autres, par, comme je disais, les travailleurs, travailleuses de rue. On est passé par l'Association des travailleurs, travailleuses de rue du Québec pour avoir, en fait, une personne ressource dans chaque région
qui pouvaient après ça nous cibler, puis parler à l'avance, en fait, là, avec les hommes pour voir si ça pouvait les intéresser de nous rencontrer. Ça nous a permis de rencontrer des hommes qui vont pas, par exemple, dans les grands refuges, qui vont pas nécessairement dans les services de soins de santé ou le réseau de la santé. Donc, on a pu aller chercher, c'est pour ça aussi qu'on a réussi à avoir un petit peu plus de diversité, parce que les travailleuses de rue, vu qu'ils vont vers les gens, là où est-ce que les gens se trouvent, ils prennent le temps d'aller au rythme du monde. Des fois, ça peut être très, très long avant qu'ils créent un lien, puis qu'ils finissent par créer un lien solide. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Mais on a aussi passé par les organismes qu'on avait interrogés dans le cadre des entretiens de groupe. Donc, on a pu avoir comme plusieurs moyens là, de contacter les hommes. Sinon, je pense que c'est aussi une question là, qu'il y a dans le clavardage. C'est des entretiens semi-dirigés. On avait un canevas d'entrevue. On abordait avec les hommes comment ils vivaient en ce moment en situation d'itinérance, c'est quoi leur stratégie de survie. On voyait comment, selon eux, ils s'étaient retrouvés dans cette situation-là. C'est pour ça que des fois, les hommes vont nommer un enjeu. Nous, quand on lit tout ça, on voit qu'il y a plein de choses qui s'accumulent, mais ils vont mettre l'emphase sur un élément particulier. Puis on a aussi abordé le recours, non-recours à des services. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils allaient ou pas dans certains services. Je ne sais pas si ça répond à toute la question. Très intéressant. Tu sais, comme Ariane l'a mentionné, on avait vraiment une volonté de vouloir aller chercher aussi des hommes qui étaient pas en rupture, mais en tout cas désaffiliés des institutions. C'est pour ça qu'on est passé par l'Association des travailleurs de rue du Québec. Puis ça a été vraiment un allié intéressant là, dans plusieurs régions là, qui nous ont permis d'avoir accès à des hommes en fait avec des profils plus diversifiés parce que on le sait, là, on a fait, là, je l'ai pas mis, on n'en a pas parlé ici, là, mais on a fait des analyses aussi sur les politiques sociales, on a fait plusieurs analyses dans le cadre de ce projet-là, puis ce que Ariane a expliqué tantôt, il y a un profil. Les ressources en ce moment, surtout les ressources hommes itinérants, ont vraiment un profil assez précis en fait d'hommes, puis c'est ça, c'est les hommes hétéros, cis, blancs principalement, sans handicap, là. Puis on voulait en fait avoir accès à cette pluralité-là. Il a fallu qu'on travaille en fait pour aller chercher là, cette diversité-là de profils. Très intéressant, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. En effet, hein, c'est des bonnes questions quand on est chercheur. Là, c'est beaucoup d'enjeux au niveau du recrutement, en effet, peut-être par rapport à cette population-là en particulier. Auprès des hommes, de manière générale, c'est souvent aussi un enjeu particulier de les recruter. Puis on peut comprendre aussi tout l'ensemble du travail que vous avez dû faire pour la collecte de données, puis pour l'analyse des données. Donc, très intéressant de vous entendre. Écoutez, je prendrais peut-être une dernière question par écrit. Alors, permettez-moi de vous la lire. Alors, on a une question de Zoé Florence ici qui pose la question. Lorsqu'on parle de reprise de pouvoir et de transformation positive suite aux situations d'exclusion familiale, est-ce que la majorité des hommes vivant cette exclusion ressentent ce sentiment de reprise de pouvoir? Et quel changement positif peut générer cette reprise de pouvoir dans leur vie selon vos témoignages, selon vos informations? En fait, la reprise de pouvoir, en fait, c'est un pouvoir, en fait, sur leur vie, sur leur existence, en fait. Ça, c'est important de comprendre. C'est pas, s'il n'y a jamais été question, puis on propose pas, en fait, du pouvoir sur autrui. C'est pas des rapports de domination ici qui sont vraiment mentionnés. Là, c'est vraiment cette idée de reprise de pouvoir, en fait, pour exercer un certain contrôle, en fait, sur leur trajectoire, sur leur vie. Puis ça peut prendre différentes formes. Puis ce que Ariane proposait tantôt, tout le modèle de l'empowerment devient un modèle assez intéressant. En fait, ça a été mentionné par beaucoup de personnes intervenantes qu'on a rencontrées. Puis ça, concrètement, ça peut être multiple. Là. Nous, on a vu en fait là, des hommes qui étaient intéressés par l'idée de contribuer socialement, en fait, donc une certaine contribution sociale. Puis ça peut se manifester par du bénévolat, d'inclure les hommes dans nos ressources de différentes. Là, je parle des hommes, ça peut être des femmes, là, mais ici, dans le contexte, notamment, c'est des hommes. Là. Donc, d'inclure les hommes à faire du bénévolat, ça peut être un engagement politique, là, nos ressources, puis nos réseaux en fait, de services plus militants sur la défense des droits, par exemple, des personnes en situation d'itinérance. Il y a certains hommes, en fait, qu'on a parlé, qui se sont mobilisés là-dedans, ou les enjeux de santé mentale, par exemple. C'est cette idée de contribuer de différentes façons. Puis ça, je pense que c'était un outil, en fait, qui est assez intéressant, en fait, à mobiliser.
Ariane, tu avais autre chose à Oui, si je peux compléter, ça se voyait aussi, pas uniquement chez les hommes qui ont vécu de l'exclusion familiale, mais par exemple par rapport à l'emploi ou autre. Des fois, les hommes, le fait d'avoir perdu ce sentiment d'être autonome puis d'être indépendant, ben, dans leur discours, en fait, il y a une reprise de pouvoir sur leur situation en disant, ben moi, j'ai choisi d'être en itinérance parce que ça m'amène à vivre de l'autonomie, ça me donne une liberté d'être en itinérance. Puis c'est plus peut-être dans la façon dont ils apportent les choses, que ça donne l'impression qu'ils reprennent du pouvoir sur leur situation. Je ne sais pas à quel point ça leur donne concrètement. T'sais, on n'a pas fait cette analyse-là pour voir si ça leur donne concrètement un pouvoir, mais on sentait ça dans leur discours. Ah, OK, ça, je comprends la question. Là. Effectivement, en fait, quand je parlais de l'exclusion familiale, cette idée, en fait, de se présenter comme étant au-delà des traumas, ça, c'est vraiment cette idée de présenter une image favorable. C'est toute la question de la gestion du stigmate et de l'identité négative positive associée, entre autres, à cette hégémonie, en fait, de la masculinité, là, qui est l'idée de ne pas être un homme, c'est ne pas être une victime. Là. Donc, c'est vraiment cette tentative-là de reprendre, en fait, un certain pouvoir, mais est-ce qu'ils en prennent réellement un? C'est pas si clair, mais c'est symboliquement, en fait. C'est la façon dont ils vont se présenter dans les entrevues, notamment auprès des autres, de leur entourage. Là. Merci beaucoup. J'espère que j'avais bien présenté la question qui a été posée. Écoutez, je vous remercie beaucoup à vous deux. C'était une présentation extraordinaire, intéressante, très touchante également. Puis, merci d'avoir mis en lumière les enjeux que rencontrent les hommes, notamment lors de leur passage à l'itinérance ou les hommes en situation d'itinérance. Merci à toutes celles et ceux qui ont assisté également à notre webinaire. Je me fais porte-parole des personnes qui ont écrit dans le chat. On a beaucoup de remerciements, on a beaucoup de commentaires positifs. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Alors, moi, je tiens seulement à dire que je vous invite à être des nôtres, même nos conférenciers pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 19 mars prochain, où on va aborder le thème de l'engagement paternel et la coparentalité dans les familles militaires. Alors, écoutez, si mes collègues n'ont rien à rajouter, je vous demanderai si vous avez un petit mot de la fin à dire. Jean-Philippe, Ariane, avez-vous un mot à rajouter? Non, ben ça me fait plaisir. En fait, on est vraiment content de partager ça. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire. On a inséré nos adresses courriels dans les diapos. Puis, merci également là, pour les liens que vous nous avez laissés. Ça va être intéressant d'aller consulter le rapport et les autres outils que vous avez développés. Alors, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très intéressant de vous entendre aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une bonne journée à vous, puis à toutes celles et ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui pour les webinaires du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. Merci. Merci. Au revoir, bonne fin de journée.